Voilà, on retourne sur le plateau du ZCL en VIP. Je vous l'ai dit, c'est une émission un petit peu particulière puisque le VIP en général c'est le vendredi, mais pour des raisons techniques, on va dire comme ça, on a préféré recevoir Madame Denux aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Et donc, vous allez être interrogée par ma collègue Marie-France Goujoetna, que vous avez dû avoir déjà au téléphone. Et puis, on vous posera des questions pendant les 35 à 40 minutes qui suivent. Tout de suite, votre portrait avec Marie-France. Absolument. Alors Valérie Denux, pour vous connaître mieux, je vais donc préciser que vous êtes née à Toulouse en 1969. Votre père était commissaire de police et votre maman agent immobilier. Vous grandissez sur la Côte d'Azur. De votre enfance, vous gardez de merveilleux souvenirs de vacances, notamment chez vos grands-parents, dites-vous. Avec vos cousins et vos cousines, vous étiez à l'époque recrutés pour ramasser les fruits et les légumes, enfin et d'autres petits travaux que l'on demande aux enfants. Et de cette époque, vous avez gardé un goût prononcé pour la terre et l'environnement rural. Ensuite, vous suivez votre scolarité à Marseille. Vous rêviez alors de devenir ingénieur agronome. Pourquoi? Pour faire pousser des plantes afin de lutter contre la faim dans le monde. Finalement, le hasard a voulu qu'une de vos amies tente le concours de médecin militaire et vous demande de le passer avec elle, histoire de l'encourager. Vous dites alors que juste avant le bac, c'est une expérience intéressante et j'allais dire que vous y êtes allé un peu en touriste. Et en fait, vous avez été reçu à l'écrit, vous avez été reçu à l'oral et vous avez même été majeur de ce concours. Donc vous partez tout naturellement à l'Académie militaire de Bordeaux. Sur place, vous assumez un double parcours d'études à la faculté de médecine d'une part et au sein de l'armée où vous décrochez un diplôme de médecin spécialisé en médecine tropicale et médecine en catastrophe. Ensuite, donc bien évidemment, il faut rendre à l'armée ce qu'elle vous a donné, c'est-à-dire elle a financé vos études et vous lui devez donc les 10 prochaines années de votre vie. Vous choisissez alors l'armée de terre et vous partez très régulièrement en intervention dans des pays comme l'ex-Yougoslavie, le Liban, le Tchad ou encore à Djibouti. Vous dites que vous aimiez exercer la médecine dans des contextes souvent très particuliers, très difficiles aussi, mais ce côté humanitaire associé à l'environnement militaire vous plaisait énormément. Toutefois, au bout de 10 ans, vous vous remettez en question et vous accédez à une autre étape, celle de l'organisation du système de santé. Vous passez donc à nouveau des concours pour assurer le management de hauts dirigeants militaires. Et donc, vous allez passer cette fois-ci 3 ans en Virginie, aux États-Unis, au sein de l'OTAN. Puis vous revenez à la direction centrale du service de la santé des armées. Vous êtes alors chef du bureau prospective, études et stratégie. Et vous êtes placé au ministère de la Santé afin d'organiser à cette époque le rapprochement entre les services de santé des armées et le système national. C'est d'ailleurs une époque très récente puisque c'est votre dernière affectation avant de venir nous retrouver en Guadeloupe. C'est le ministère en fait de la Santé qui vous a sollicité pour venir en Guadeloupe, d'une part en raison des événements qui se sont déroulés au CHU et plus globalement, dites-vous, pour moderniser le système de santé que l'on rencontre sur notre territoire. Vous aviez le bon profil, mais vous nous en direz plus pendant l'interview. Votre meilleur souvenir, Valérie Denux, c'est bien pour vos 40 ans lorsqu'on vous a permis de voler en Mirage 2000D. Ce sont des sensations extraordinaires, dites-vous. Votre plus mauvais souvenir, eh bien, notamment sur certains territoires, vous étiez médecin urgentiste, les personnes que vous n'avez pas réussi à sauver. La plus grande qualité, dites-vous, c'est la loyauté, la sincérité. Le plus grand des défauts reste la trahison. Et enfin, si vous n'aviez qu'un seul objet emmené dans vos bagages pour traverser la planète, ce serait une photo de famille. Merci d'être avec nous. Merci. Et donc, je ne l'ai pas, j'ai pas vu dans cette biographie. Est-ce que vous avez déjà été ARS avant de venir ici? Non, j'ai jamais été en ARS, j'étais au ministère de la Santé avant de venir ici. D'accord. Alors, mais en revanche, j'étais au secrétariat général qui pilote les ARS. Tout à fait. Alors donc, on peut dire que c'est un territoire de santé que vous connaissez. Alors il y a eu un rapport en 2014, vous le savez, sur les ARS, on disait qu'ils n'étaient pas totalement adaptés au territoire. Il y avait surtout des difficultés à s'inscrire, à travailler avec les collectivités. Est-ce que vous ressentez ça ici? Non, je ne sens pas de difficulté à travailler avec les collectivités. Après, il faut qu'on ajuste des choses parce qu'il y a quelques prérogatives qui sont partagées, en particulier le médico-social. Donc il faut qu'on s'entende, il faut qu'on travaille ensemble. Non, je ne ressens pas de difficulté à ce stade. La meilleure preuve, c'est que le conseil départemental et sa présidente m'ont aidé dans la crise du CHU, par exemple. Le président du conseil de région a financé donc, le CIMGUA, le cyclotron et puis le scanner à Marie-Galante, par exemple. Donc non, je pense qu'on va pouvoir vraiment bien travailler ensemble. Marie-France. Alors, je voudrais vous poser une question sur le projet régional de santé.
Donc c'est un document important que vous allez prochainement signer. Alors en résumé, en fait, c'est un instrument qui permet de planifier, donc qui recense les besoins, mais surtout qui donne des réponses. Alors je sais que c'est très court, puisque vous êtes arrivé il y a 3-4 mois. L'idée, c'est quand même de savoir si vous avez déjà défini les besoins, mais aussi si vous avez déjà trouvé des solutions. Oui, en fait, il y a eu tout un travail qui a été fait de diagnostic. Donc, il y a eu une analyse du projet régional de santé première édition. Il y a eu ensuite donc, un diagnostic sur le besoin de la population qui a été fait en grande partie par un accompagnement, par une entreprise qui a accompagné l'ARS. Et puis, il y a eu énormément de groupes de travail qui ont été mis en place par l'ARS avec des acteurs de santé venant d'un peu divers horizons, qui pouvaient être les collectivités justement, ou bien les acteurs de santé. Et ils sont arrivés à un diagnostic qui me semble vraiment être le bon diagnostic. Et lorsque je suis arrivée, même avant d'arriver, quand j'ai su que je devais venir sur le territoire, je me suis plongée dans ce diagnostic et dans ces études. Et l'objectif, c'était effectivement de proposer des choses pour avancer, et j'ai souhaité vraiment, dans les 15 premiers jours, il y avait la crise à gérer du CHU, mais en même temps, j'ai travaillé d'arrache-pied sur le projet régional de santé pour qu'on mette en place des objectifs concrets, des cibles chiffrées, de manière à ce qu'on puisse mesurer les progrès que l'on va faire pendant les 5 prochaines années. Alors, précisément, la question a dû être posée de nombreuses fois. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ce qui s'est passé au CHU, la carte de santé, carte sanitaire de la Guadeloupe va changer l'orientation et aussi le fait que la Guadeloupe reposait sur un CHU aujourd'hui, Bastia est un petit peu oublié, entre guillemets, je dis entre guillemets. Est-ce que tout ça va être revu et corrigé ? Alors, la carte de la santé ne va pas changer dans le sens où les implantations, je parle hospitalières, oui, bien sûr, ne vont pas disparaître, oui, soyons clairs. Oui. En revanche, ce qui va changer, c'est une mise en mouvement. C'est-à-dire que nous sommes dans un archipel, et si on ne travaille pas sur les mouvements, c'est-à-dire les flux, les patients, les professionnels de santé, la logistique, voire le numérique, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on va travailler sur les mises en mouvement, les filières, les coopérations, de façon à créer un maillage sur le territoire, un réseau. En revanche, là où j'espère que nous allons augmenter, c'est sur l'aspect de premier recours. C'est-à-dire lorsqu'on va vers le médecin généraliste ou vers les infirmiers de premier recours, il va falloir qu'on travaille sur un meilleur maillage, une meilleure proximité. Alors, je précise un peu, vous savez, la Guadeloupe, c'est un archipel. On a eu le cas de la Désirade, vous le savez, sans médecin. On a eu le cas de la Marie-Galante. Avant que vous soyez là, on parlait beaucoup de la réduction des moyens de l'hôpital de Marie-Galante et aussi de Basse-Terre. Alors quand vous dites ce maillage, il va se renforcer, mais concrètement en termes de moyens, ça va donner quoi ? Oui, en fait, je souhaite qu'il se renforce, je souhaite qu'on développe la proximité. À la Désirade, je m'y suis rendue pour trouver des solutions. L'objectif, c'est vraiment de travailler sur des solutions, mais à long terme. Bien sûr, on a les solutions à court terme, parce que c'est la crise, parce qu'il n'y a pas de médecins. Mais donc, on fait appel à des médecins qui viennent nous aider. Et vraiment, il y a une solidarité qu'il faut saluer. Et en même temps, il faut qu'on construise un peu l'avenir. Et pour construire l'avenir, c'est travailler sur la complémentarité, la continuité entre médecins et infirmiers. On a la chance, dans notre territoire, d'avoir une densité d'infirmiers plus élevée qu'en métropole. Il faut qu'on travaille là-dessus, il faut qu'on travaille sur des protocoles de coopération entre eux. Bien sûr, il faut attirer des médecins aussi, mais je veux dire, on a des ressources intéressantes et il faut absolument qu'on travaille sur ces ressources. Alors justement, en parlant de médecins généralistes, comme dans pas mal de territoires, malheureusement, on manque de médecins en Guadeloupe, et je crois même qu'il y a une démarche faite pour attirer justement les étudiants, par exemple, notamment une démarche financière pour les attirer sur notre territoire. Est-ce que ça marche ? Alors, en fait, l'aspect financier uniquement, ça ne marche pas. Bien sûr qu'il faut les aider à s'installer. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer. Il faut continuer, mais il faut le faire dans un cadre un peu plus global. C'est-à-dire qu'il faut de l'attractivité d'activité. En particulier, les médecins, ce qu'ils aiment, c'est pouvoir avoir accès à des équipements, à des innovations. Par exemple, pour les médecins généralistes, la télémédecine, la téléexpertise, pour pouvoir travailler en multidisciplinaire, c'est-à-dire avec des collègues qui sont d'autres spécialités, pour travailler sur des prises en charge qui soient plus efficaces. Donc, si on ne fait que leur donner des aides à l'installation, ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'on aille plus loin dans une dynamisation du territoire. Il faut qu'on le modernise absolument pour que les médecins en métropole, ils disent moi j'ai envie d'aller en Guadeloupe parce que j'aurai accès à la télémédecine, j'aurai accès à telle autre technologie. Et ça, c'est consigné par exemple dans le projet régional de santé ? Oui. D'accord.
Absolument. Alors, j'ai une question d'un syndicat infirmier, il y en aura d'autres. Cette personne n'a pas pu venir, donc c'est le SNIL. Alors, la Cour des comptes, dans son rapport de juin 2014, affirme, dit-on, qu'en Guadeloupe, l'hospitalisation à domicile, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, s'est développée au point d'atteindre le taux de journée par 100 000 habitants, double de celui de la France, qui est en moyenne de 14 767 journées contre 6 095. Alors, ce chiffre a encore progressé entre 2013 et 2017 avec les autorisations accordées par votre prédécesseur. Alors, la question, comment expliqueriez-vous cette politique de multiplication des maisons de santé pluripro soit poursuivie dans une Guadeloupe sous-dotée en HAD et en infirmiers libéraux? C'est la question, une question de syndicat. Oui, absolument. Alors en fait, sur les chiffres exacts, je ne les ai pas en tête, évidemment, mais en revanche, cette tendance, je la connais. Ce que je voudrais vous dire, c'est que finalement, j'en tire deux conclusions. La première, c'est que la Guadeloupe est en avance sur la métropole, parce que la métropole, on souhaite développer l'hospitalisation à domicile, ça c'est le premier point. Et le deuxième aspect, on n'est pas surdoté. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que 49% de la population guadeloupéenne, aujourd'hui, se trouve en zone sous-dense, c'est-à-dire ce qu'on appelle habituellement des déserts médicaux. Oui, oui. Et il faut aller vers les gens, il faut aller vers les patients. Moi, ce que j'ai compris en Guadeloupe aussi, c'est qu'il y a une culture spécifique. Et cette culture spécifique, c'est une culture, on n'aime pas partir de la maison. Bien sûr qu'il faut offrir des places, des PAD ou d'autres choses, mais on aime pouvoir rester à la maison parce que la famille, c'est quelque chose d'essentiel et de très important. Donc, moi, je trouve qu'offrir le service d'hospitalisation à domicile, à partir du moment où il y a la qualité, la sécurité des soins et que les gens sont contents, eh bien, il faut continuer dans cette direction. C'est une question de la FNI, pas du SNIL. Hein. Le SNIL, on retrouvera tout à l'heure au Marie-France. Alors justement, vous faites allusion aux EHPAD et à l'hospitalisation et le fait de pouvoir rester à la maison. Dans quelques années, la Guadeloupe sera la troisième région la plus vieille de France. Donc il faut, je pense, il est temps d'anticiper. Est-ce qu'on a bien abordé ce problème? Est-ce que la Guadeloupe, dans quelques années, sera capable, notamment dans des EHPAD, dans des spécialisés, enfin dans des établissements spécialisés, pardon, est-ce qu'on pourra accueillir nos personnes âgées? Ah ben, absolument, c'est un peu l'objet justement du projet régional de santé. Ça fait partie d'un des axes forts de ce projet, c'est développer les filières gériatriques, développer la prise en charge, mais avant ça, développer le bien vieillir. C'est-à-dire que plus on repoussera la dépendance, mieux ce sera pour bien sûr les personnes, pour leurs familles. Donc l'objectif, c'est d'essayer de les aider à prévenir le fait de pouvoir avoir des maladies qui les fassent devenir dépendants. Ensuite, lorsque les personnes sont dépendantes, il faut qu'on leur offre évidemment un accueil ou des services adaptés. Et donc dans le cadre du projet, c'est vraiment un axe fort du projet régional de santé. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente dans la construction, je sais pas, d'établissements nouveaux ou de places créées? En fait, on est dans une sous-dotation qui est à peu près, on va dire, de 15 à 20%. On n'est pas si sous-doté que ça aujourd'hui. En revanche, on le saura si on reste comme ça dans l'avenir, puisque le nombre de personnes âgées va augmenter. Là, on le saura. Donc, en termes de nombre d'établissements à ouvrir, je ne peux pas vous répondre parce qu'on va voir en fonction des appels à projets et des besoins de la population. C'est-à-dire que mon souhait, c'est vraiment de travailler sur les besoins de chaque bassin de population. Parce que si les populations préfèrent avoir du service à domicile, il vaudra mieux qu'on fasse un effort sur le service à domicile et moins d'EHPAD. Ça ne veut pas dire diminuer ce qu'il y a aujourd'hui, ça veut dire en construire moins. En revanche, si on sent qu'on a besoin de plus de places d'EHPAD, on le fera. Donc on va être vraiment dans une co-construction. Puis autre chose que je voudrais dire sur le vieillissement, c'est que l'objectif, c'est de créer une dynamique intégrative. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils sont âgés, lorsqu'ils sont dépendants, ils ont aussi besoin de soins. Il faut absolument qu'on connecte la partie soins et la partie prise en charge médico-sociale. Voilà, alors je vous l'ai dit traditionnellement, enfin, vous ne le savez pas, traditionnellement dans le ZCL VIP, il y a un micro-trottoir. Alors cette fois-ci, on n'a pas fait un micro-trottoir, on a fait un syndicat trottoir. Et donc, un certain nombre de délégués syndicaux vont vous poser des questions. Tout de suite, la première, je crois que c'est le syndicat que j'ai annoncé tout à l'heure, le SNIL. On va voir tout de suite. Qu'est-il envisagé par l'ARS de Guadeloupe pour que cette force vive que représentent les infirmiers libéraux soit positionnée dans les missions qui correspondent à leurs compétences en tant qu'acteurs de santé, dans le maintien à domicile auprès des patients, dans le développement du réseau ville-hôpital? Quel projet vous pensez mettre en place pour intégrer concrètement les infirmiers libéraux qui sont déjà sur le terrain et qui sont déjà en action?
Oui, alors pour moi, les infirmiers libéraux en particulier sont une ressource précieuse, et je le dis vraiment en le pensant, parce que chez les médecins militaires, le couple médecin-infirmier, c'est un couple essentiel. Donc c'est quelque chose, c'est un modèle qui est vraiment important et intéressant. Donc pour répondre directement à madame, il y a plusieurs possibilités et plusieurs projets. Le premier, c'est de créer cette dynamique entre médecins et infirmiers, probablement dans le cadre par exemple de maisons de santé pluridisciplinaires ou de communautés professionnelles territoriales de santé où ils vont travailler ensemble. On va les aider à créer des projets ensemble et à travailler ensemble. Il y a aussi ce que l'on appelle les infirmiers de pratique avancée. Donc ce sont des infirmiers qui sont en charge de s'occuper des personnes qui ont des maladies chroniques. Donc ces infirmières-là qui vont avoir une formation supplémentaire vont s'occuper des personnes qui ont des maladies chroniques, certainement vers leur domicile, en complément du médecin. On a aussi ce que l'on appelle des protocoles de coopération, c'est-à-dire que le médecin et l'infirmier décident ensemble, ok, toi je vais te déléguer telle action, telle tâche. Donc ils signent ce protocole ensemble et c'est validé par l'ARS. On a aussi la possibilité d'inventer des choses. Par exemple, aujourd'hui, on prend les îles du Sud avec les difficultés qu'on connaît sur la permanence des soins. J'aimerais qu'on arrive à inventer le statut d'infirmier correspondant du SAMU. Ça n'existe pas aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qu'il falloir qu'on construise, que l'on mette dans le cadre dérogatoire avec le ministère de la Santé. Et donc c'est des choses à construire avec eux. Je suis allée voir des infirmiers. J'en ai discuté avec eux, ils y sont plutôt favorables et il faut que les infirmiers qui ont des bonnes idées me les fassent remonter. Parce qu'il y a je ne sais pas si c'est un lieu dit, mais enfin ça circule beaucoup en Guadeloupe, on dit souvent qu'il y a trop d'infirmiers libéraux au regard de la grandeur de notre archipel. Disons qu'il y a actuellement 2 fois plus d'infirmiers libéraux en densité, en termes de proportion par rapport à la métropole, mais moi je dis, heureusement c'est une richesse, parce que vu la démographie médicale qu'on a et les difficultés qu'on a avec les médecins, qui malheureusement, c'est partout en France, donc on est touché tout autant. Il faut impérativement qu'on utilise notre richesse. Et ça, on a de la richesse. C'est la question du zonage qui va se poser. C'est pas une question de zonage, ça va être une question de... Effectivement, les infirmiers libéraux, ça dépend où ils se trouvent et s'ils veulent bien aller travailler dans des territoires un peu compliqués. Voilà. Ah ben oui, mais ça, il faut qu'on discute avec eux. Marie-France. Alors l'ARS en charge le territoire de la Guadeloupe, mais également Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Donc aujourd'hui, Saint-Martin, après le passage du cyclone, a connu quand même... a été dévasté. Et où on est au niveau de l'état de santé et que doit-on faire en urgence? Alors pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en particulier Saint-Martin, la grosse difficulté, le gros point de difficulté, c'est quand même l'impact psychologique de l'ouragan, d'Irma. On sent qu'il y a une remontée d'ailleurs d'anxiété très forte en ce moment. On surveille ça avec Santé publique France. On a une remontée d'anxiété très importante face à la nouvelle période cyclonique, bien sûr, dans laquelle nous sommes entrés. Donc il y a des inquiétudes. Après, sur le plan sanitaire, il y a beaucoup de précarité parce qu'il y a beaucoup d'immigration. Et donc on a des pathologies, évidemment, de personnes en difficulté, donc qui ont du mal à se faire soigner. Donc ce que je souhaiterais, moi, c'est qu'on développe beaucoup plus l'aspect, 1, prévention, et 2, aller évaluer justement les besoins et les états de santé des personnes. Après, sur le plan hospitalier, on a l'hôpital de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Ils ont besoin de travailler un peu plus ensemble. Ils ont besoin de se dynamiser, en particulier sur la filière d'urgence. Donc voilà, il y a des actions très concrètes à faire. Alors, on va prendre une deuxième question syndicale. C'est un interlocuteur que j'imagine que vous connaissez bien. Troisième scénario, il prévoit de faire un nettoyage dans site occupé. Or, les différents experts qui ont mandaté, CEREMA et le CHU de Nancy, préviennent que si vous touchez gain aéolique là, ou pas certain pays continuer les travaux, en tout cas, il y a des risques importants de diffusion de particules qui passent comme nocifs. Et donc, par conséquent, en nettoyage, en mise aux normes, en décontamination, en site occupé, qui apporte des risques importants, qui pour les personnels, qui pour les usagers. Est-ce qu'effectivement, il y a garantie que ça peut être fait dans des conditions de sécurité pour tout le monde? Alors la question, je vous la traduis, enfin vous la connaissez déjà, cette question, c'est la question des particules à l'intérieur du centre hospitalier. Quelles dispositions pratiques vous comptez prendre pour les patients, mais aussi pour les personnels soignants? Déjà, je salue M. Clavier, parce qu'on a eu l'occasion quand même d'échanger très souvent. Donc, pour ce qui concerne l'hôpital, les opérations de nettoyage en site occupé par zone, en tiroir, ce sont des opérations qui sont
connu, utilisé en métropole et dans le monde de manière complètement maîtrisée. Donc, soyons clairs, on ne se lance pas dans une aventure inconnue. Donc, pas de danger pour les personnels, il n'y a pour les patients. pas de danger. Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il n'est pas question de faire des opérations de... Alors, le nettoyage de surface, c'est une chose, mais la décontamination des gaines d'aération dont parle M. Clavier, c'est une décontamination qui doit se faire en zone vide. C'est-à-dire qu'on videra l'étage et on fera les actions et on confinera les parties pour qu'il n'y ait pas de relargage. On fera les actions en zone vide. Sur les gaines d'aération, nous sommes en train de travailler 2 possibilités. Soit on nettoie les gaines structurelles qui existent actuellement, soit on reconstitue un système d'aération extérieur à l'hôpital. Alors, ce sera un peu bourre, mais bon, c'est pas très grave, on ne recherche pas l'esthétique. Donc, il est absolument impensable pour moi que l'on mette en difficulté, en défaut de sécurité, les patients et les agents de l'hôpital. On fera des contrôles de la qualité de l'air en permanence et les choses se feront vraiment de manière très claire et transparente, on leur dira. Il y aura une cellule de veille pour ça? Oui, en fait, on a mis en place, c'est à la signature du DG du CHU et à la mienne, on a mis en place une équipe projet avec des pilotes opérationnels, avec un pilote stratégique, avec des cellules de veille concernant les aspects. Il y a un plan de prévention sur la décontamination et il y aura un contrôle très régulier. Sincèrement, il n'est pas du tout question de mettre les gens en difficulté et en danger. Marie-France. Alors très récemment dans le Monde, on a sorti un sujet sur le chlordécone qui était relativement bien construit. Donc on a eu 21 ans d'empoisonnement de notaires. L'ARS a fait de nombreuses études. On a donc par rapport justement à cette question d'une recrudescence du cancer de la prostate, le fait qu'on décèle ici des cancers du sein plutôt qu'ailleurs, est-ce que vous pensez réellement que c'est lié à cette contamination ? Écoutez, moi je suis une scientifique, donc si vous voulez, je fais pas, je ne dis pas moi ce que je peux penser à partir du moment où je n'ai pas toutes les données du problème. Ce qui est sûr, c'est que récemment, alors moi je dis la chlordécone, mais bon, on peut dire là ou la chlordécone est un facteur de risque du cancer de la prostate. A priori, d'après les études, c'est un facteur de risque. Ce qui ne veut pas dire que ça déclenche le cancer de la prostate. C'est-à-dire que le lien entre ce facteur de risque et le développement de la maladie, il n'est encore pas suffisamment prouvé. Mais en octobre, nous aurons un grand colloque scientifique, 2 jours en Martinique et 1 jour de débat ici en Guadeloupe. En Martinique, ce sera les restitutions des scientifiques et la journée en Guadeloupe, ce sera vraiment les débats publics où là, tous les résultats seront présentés par les scientifiques eux-mêmes qui ont fait les recherches. D'accord, donc là on en saura plus. Oui. On prend une nouvelle question de syndicaliste. Je crois que c'est le président de l'Ordre, si je ne me trompe pas. Je trouve devant l'explosion, devant la démographie galopante qu'est la nôtre, que celle des infirmiers libéraux dans la région Guadeloupe, j'ai des chiffres très simples. Au plan national, 132 infirmiers pour 100 000 habitants, tandis qu'en Guadeloupe, nous sommes à 350 infirmiers pour 100 000 habitants. Je pense que ça, c'est trop. Il faut que que nous travaillions ensemble, que vous nous fassiez une proposition pour réguler l'installation des infirmiers libéraux de la Guadeloupe. Parce que cela va avoir, sans doute, certainement, des répercussions néfastes sous l'offre de soins dans notre région. Je vous remercie, j'attends votre réponse. Voilà. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 2 fois plus, donc vous le constatez, le chiffre est réel. Alors, la régulation de l'installation, ce n'est pas de mon niveau. Moi, je suis directrice générale de l'ARS, c'est des régulations qui sont du niveau national. Oui. Donc là-dessus, je n'ai pas la main. En revanche, ce que je dis... Vous le direz au ministère de la Santé quand même. Voilà, je pourrais le dire au ministère de la Santé si vous voulez. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'estime que c'est une richesse qu'il faut qu'on utilise. Oui. C'est sûr que dans l'utilisation classique, si on leur donne la capacité de faire des activités qui ne sont pas des activités habituelles, par exemple la prévention sur le pied diabétique, ce n'est pas prévu dans les actes infirmiers, eh bien pourquoi on ne pourrait pas le prévoir dans les actes infirmiers de façon à ce que les infirmiers s'engagent plus sur la prévention, s'engagent plus sur des actes qui vont aider les médecins et aider les patients surtout, évidemment. On a quand même le sentiment ici que les médecins regardent d'un œil un petit peu
je ne dis pas mauvais, mais un petit peu critique l'action des infirmiers en termes de clientèle, je parle bien sûr. Bah, vous savez, les médecins, la plupart quand même en Guadeloupe sont assez âgés. Hein, il y a un vieillissement des médecins aussi. C'est vrai, il faut le dire. Et parfois, une petite résistance au changement, hein, c'est normal. On a l'habitude de travailler comme ça, donc c'est un peu difficile. Mais il y en a aussi qui comprennent bien le fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas attraper partout, ils ne sont pas assez nombreux et qu'il faut faire quelque chose. Trésor-Vette, Marie-France. Alors justement, on parlait de diabète, insuffisance rénale, enfin on sait que ce sont des mots, l'obésité aussi, tout ça est très lié en Guadeloupe et on les connaît bien malheureusement. Quels sont vos projets dans ce que vous êtes arrivé, vous avez constaté bien évidemment cette réalité. Quels sont vos projets? Est-ce que vous avez des réponses qui ne sont pas les réponses qu'on a actuellement? Écoutez, dans le projet régional de santé, on a décrit plusieurs projets concrets. Évidemment, par exemple, sur l'obésité, l'idée, c'est d'agir, sur la nutrition, hein, l'éducation à l'alimentation. Ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse rentrer dans les maisons la santé au quotidien. C'est-à-dire que quand on est à la maison, qu'on prépare son déjeuner, on se dit qu'on travaille aussi pour sa santé. D'accord ? Alors, c'est pas toujours simple, mais je sais qu'il y a énormément d'associations ici qui travaillent sur les produits locaux, sur le régime caribéen. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus. Il y a aussi le fait de faire santé et sport. Donc hier encore, je discutais avec la direction justement de la jeunesse et des sports et on se disait qu'on allait ensemble pouvoir faire des projets pour mettre en place une plateforme pour favoriser santé et sport. Alors quand je dis santé et sport, c'est de l'activité physique, c'est-à-dire que les gens puissent pas faire du sport de haut niveau, pas faire forcément du sport de compétition, mais puissent bouger. Voilà. Qu'on donne la possibilité aux gens de bouger avec des parcours santé à côté de chez eux, avec des possibilités de sortir, je dirais, d'une certaine sédentarité actuellement. Absolument. Après, sur les autres sujets, on a plusieurs autres projets qui sont décrits dans le projet régional de santé aussi, et nous souhaitons vraiment... alors, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est donné des cibles. Par exemple, on a dit on aimerait diminuer l'obésité de 30%. Donc c'est beaucoup. Hein. Bon, alors mes adjoints m'ont dit « Oh là là, madame, c'est beaucoup ». J'aurais dit « Oui, mais il faut qu'on soit ambitieux ». Et donc, ça voudra dire que quelque part, on va les mettre en mode projet. Je vais leur dire « Toi, tu es responsable du projet. Donc maintenant, trouve-moi des solutions ». Sauf que ces solutions, on ne peut pas les trouver tout seul. On a besoin des gens. Et ça, c'est un message que je voudrais faire passer. C'est qu'on a besoin que les gens nous disent ce qu'ils ont besoin, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils pensent, comment ils verraient les choses, parce que c'est eux qui vont le vivre. Et si je veux faire rentrer la santé à la maison, je ne peux pas le faire sans que les gens me disent comment le faire rentrer à la maison. Cela dit, je note qu'avant vous, les campagnes de communication sur l'obésité ont été très timides ici. Au regard de la réalité du terrain, je ne dis pas qu'il faille choquer les gens, mais enfin, on n'a pas senti réellement... une certaine agressivité, on va le dire comme ça, dans ces campagnes. Ça va changer ? Alors moi, je suis beaucoup pour la communication, mais je ne suis pas pour la communication agressive. Je pense qu'il vaut mieux qu'on arrive à convaincre les gens et qu'on suscite l'adhésion, peut-être par la pédagogie, par l'explication. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on organise plus de séminaires, plus de débats, plus de séances publiques où les gens puissent s'exprimer et où nous, on puisse répondre à leurs questions. Parce que souvent, on fait des spots publicitaires, enfin pas publicitaires, des spots de santé qui sont très bien, mais peut-être que la personne aimerait poser des questions. Pas efficace, vous pensez ? Je ne dis pas que ce n'est pas efficace. Il y a une certaine efficacité parce que à force de répéter les messages, les gens s'interrogent. Oui. Mais en revanche, ils ont besoin aussi qu'à un moment donné, ils disent, bon, vous me dites qu'il faut faire ça, mais comment je peux le faire ? Et qu'il y ait une espèce d'échange et d'explication. Tout à fait. Marie-France. Alors justement, je vous écoute parler. Alors, je suppose qu'il y a aussi un peu l'expérience du médecin militaire. Mais en fait, le métier de l'ARS, en vous écoutant, est-ce que finalement, ce ne serait pas maintenant moins de l'administration et plus de terrain ? Eh bien, écoutez, je crois que oui. Et d'ailleurs, on a été réunis par le Premier ministre et les 17 directeurs d'ARS, et il nous a dit « votre métier a changé ». Donc, lui-même, vous voyez, nous a dit « notre métier a changé ». Donc, alors, il y a un petit peu d'administration quand même, parce qu'on gère quand même les finances de l'État et qu'il nous donne pour pouvoir les utiliser sur le territoire. Donc, il faut faire de l'administration. Mais il y a vraiment un besoin de pilotage de terrain. Je suis d'accord avec vous. Alors, avant de prendre le prochain syndicaliste, juste une question de moyens. Est-ce que vous avez suffisamment de moyens au regard de l'importance de la crise sanitaire en Guadeloupe ? Alors là, je vais vous répondre tout de suite oui. Parce que quand même... Ah bah oui. Non, mais clairement, regardez... C'est rare qu'on entende la façon de réponse. Ah non, mais attendez, c'est franc et direct. Regardez.
580 millions pour le nouveau CHU plus le campus. Oui. 55 millions pour la crise actuelle de réorganisation du CHU. 45 millions qui ont été donnés au CHU en immédiat suite à la crise. Des millions qui sont donnés, 10 millions par-ci pour la reconstruction de tel hôpital, ce qui fait 300 millions hors reconstruction de nouveau CHU sur ces 15 dernières années, plus les 5 à venir. Plus tout l'argent que moi je reçois tous les ans. Moi, je pense qu'il y a les moyens. Vous êtes riche. Bon. Je ne suis pas riche, mais je pense que si j'utilise intelligemment toutes ces ressources, oui, on va arriver à faire quelque chose. On prend la prochaine question de syndicaliste. Madame Denux nous a présenté un plan de réorganisation le 6 juin 2018. Nous sommes aujourd'hui le 25 juin. J'aimerais savoir quand est-ce va être présenté aux instances, à la CGTG, le plan des travaux, bien entendu accompagné du plan de prévention qui s'impose, parce qu'on a vu pendant les nettoyages qui ont été faits en site occupé que les patients et les personnels ont été exposés. Donc nous ne voulons pas que cette situation se représente. Donc nous demandons des garanties pour que l'état de santé de tout un chacun soit préservé. Voilà. Encore quelqu'un que vous connaissez bien. Absolument, on se connaît aussi et je le salue aussi évidemment. Il a absolument raison. Il faut que les instances aient connaissance en fait des actions qui vont être menées. Donc nous avons toutes ces instances la semaine prochaine. Il le sait bien. Et donc nous allons leur présenter la cible à 18 mois, c'est-à-dire que en pratique à 18 mois le CHU, quelle activité sera à quel endroit, et d'autre part donc les étapes pour atteindre cette cible. Et il y aura bien sûr le plan de prévention aussi avec. Voilà, il est 13h26. On va prendre tout de suite la pause publicitaire. On va se retrouver pour les 10 prochaines minutes et votre supplice sera terminé. Oh non, c'est pas un supplice, c'est un plaisir. Voilà, il est 13h34 en direct de ce ZCL VIP. La VIP d'aujourd'hui, c'est la directrice de l'ARS, Mme Valérie Denux. Et la prochaine question, c'est Marie-France avant le prochain syndicaliste. Alors, je veux en venir effectivement juste une question sur le CHU, parce que c'est quand même effectivement un sujet qui intéresse notre population. Est-ce que vous, au niveau de l'agenda, j'aimerais avoir concrètement, parce qu'aujourd'hui, c'est encore, mais le CHU est installé comme là sur un territoire de guerre. Les urgences sont à la place des visites de jour. Enfin bon, on a fait comme on a pu. Est-ce que vous pouvez nous donner un agenda pour une sorte de remise aux normes de cette... Enfin, quand est-ce que les services pourront peut-être réintégrer leur place ? En fait, nous avons on ne peut pas dire qu'on est en situation de guerre, hein, soyons clairs. Je pense que la situation est quand même très stabilisée. Alors pour ce qui est les urgences et en particulier l'unité de soins continus, d'hospitalisation de soins continus qui était sous la tente, donc là le 26 juin va intégrer une partie du rez-de-chaussée de la tour nord. Donc on arrête ces tentes-là, on les ferme. Pour ce qui concerne ensuite les mouvements, nous allons avoir ce séquençage qui est en train d'être finalisé, qui sera présenté aux instances la semaine prochaine, donc avec les timings. Par ailleurs, une bonne nouvelle, les blocs mobiles seront mis en service la semaine prochaine aussi. Donc, les blocs mobiles, les blocs chirurgicaux qui se trouvent donc au niveau du CHU, mais qui ne pouvaient pas être mis en fonction parce qu'il fallait les mettre aux normes eux-mêmes. Donc ça y est, ils sont mis aux normes et ils vont être utilisables pour faire la chirurgie d'urgence. Vous savez, c'est des blocs extérieurs, des blocs qui sont modulaires à l'extérieur. Et voilà, donc tout ce séquençage va se faire sur à peu près 18 mois. D'accord. Alors, une question à laquelle vous avez dû répondre. Le CHU participe, dit-on, à 40% des séjours hospitaliers. Plus de 40 000 séjours en Guadeloupe, toutes disciplines confondues. Comment comptez-vous assurer le maintien de l'offre de soins avec un CHU qui ne pratique aujourd'hui que 50% de ses capacités, soit environ 20 000 séjours ?
Alors, le chiffre de 50% est totalement faux. Hein. Je vous le dis clairement. Voilà. Oui. Il y a actuellement à l'intérieur du CHU 50% du capacitaire, c'est-à-dire 50% des lits. Oui. En revanche, il y a 25% qui sont à l'extérieur, chez les partenaires, mais qui sont faits par le CHU, par les personnels du CHU. Et ça vous coûte très cher d'ailleurs. Attendez, je finis ça. Oui. Donc, ça fait 75% des lits, d'accord. Oui. Mais il y a 85% des séjours qui sont assurés dans ces 75%. Donc, on est à 85%. Plus, nous avons mis en place des filières, en particulier avec le CHBT, qui prend en charge des patients du CHU. Donc aujourd'hui, on a une sous-capacité qui est très faible. Oui. Voilà, parce qu'on a compensé. C'est évidemment pas l'idéal, parce qu'on tire sur la corde, je dirais, de tous les personnels, parce que ça demande, c'est une charge, une activité importante. Voilà. Est-ce que le privé aujourd'hui ne fait pas son beurre, pour vous parler un petit peu grossièrement? Alors, je crois que quand même, aller dans ce sens-là, à mon avis, c'est vraiment une grosse erreur, parce que le privé, il a répondu présent, d'accord, oui. Lorsqu'on en a eu besoin, il a été là. Dans l'urgence, les choses ont été faites, je dirais, de manière un petit peu artisanale. Oui. Peut-être qu'ils ont gagné un peu de financement à ce moment-là, mais ils se sont frottés les mains, en tout cas. Non, tout a un coût. En revanche, moi, j'ai fait revoir toutes les conventions et on l'a fait en comptabilité analytique. Comptabilité analytique, ça veut dire que, clairement, ils nous donnent leur poste de coût de choses qu'on utilise à l'intérieur. Et donc, il n'est pas question, de désavantager, bien sûr, ceux qui nous accueillent, mais il n'est pas question non plus de désavantager le CHU, qui est déjà en difficulté financière. Donc, j'y ai veillé. Donc non, l'objectif, ce n'est pas du tout de faire de l'argent. Alors, juste une question précise sur le Palais Royal. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour un bon fonctionnement? Parce que j'ai le sentiment que les personnels là-bas râlent, ils disent que les choses ne sont pas comme elles souhaitaient. Sur Palais Royal, ce qui est difficile pour les personnes du CHGR, et franchement, il faut saluer le CHGR vraiment en toute sincérité, ils se font un gros sacrifice, je le sais. Donc eux, ils fonctionnent sur 2 sites. Oui, il y a Landeverguen et puis le Palais Royal. Donc c'est difficile pour eux. Donc j'ai demandé à ce qu'on mette en place des groupes de travail pour voir un peu comment on peut améliorer les choses. Il y a quelques surcoûts qui sont générés aussi par ça. Oui. Et il y a besoin à Landevergen de faire des travaux aussi. Oui. Parce que les personnes ne peuvent pas rester dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. Donc nous y travaillons et nous allons le faire, bien sûr, de manière à ce que améliorer au maximum. Il y a un calendrier ? Moi, j'ai demandé au directeur du CSJR de mettre ça en route très rapidement pour qu'à la rentrée, je puisse avoir tous les résultats au maximum. Marie-France. Oui, alors moi, je vous ai écouté avec plaisir, j'ai compris que vous aviez les moyens de fonctionner, mais j'ai une question, je voudrais comprendre notamment pourquoi les urgences du CHU depuis des années, quand on va aux urgences, on sait qu'on va attendre de très nombreuses heures. Mais pourquoi alors? Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de personnel? Est-ce que c'est un problème d'organisation? Est-ce que c'est un manque de moyens financiers? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les urgences de tous les CHU de France sont dans la même situation, ou même des établissements publics, parce qu'il y a une vraie problématique sur les urgences. Parce que les urgences ont été détournées, je dirais, de leur utilisation, enfin, de leur objectif initial, c'est-à-dire que les urgences, c'est fait pour vraiment les cas qui ne peuvent vraiment pas attendre et qui ne relèvent pas, je dirais, de la médecine simple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'il faudrait que l'on arrive à rediriger les personnes qui ont besoin de soins à l'instant T, mais qui peuvent être des soins qui sont pris en charge par une maison médicale de garde ou par des consultations non prévues. Donc, si vous voulez, il faut vraiment réfléchir sur quelle est l'activité des urgences. Est-ce que ça correspond réellement à ce pourquoi ça a été fait? Et donc, si à partir de là, si on va travailler là-dessus, à partir de là, il faut qu'on libère les urgences de l'hôpital pour pouvoir fonctionner et se concentrer sur les problématiques qui sont des problématiques hospitalières. Alors, 2 choses quand même. Les urgences au CHBT sont beaucoup moins encombrées, parce qu'effectivement, le bassin de population l'impose. Mais quand vous parliez donc des maisons médicalisées, effectivement, il faut voir, c'est une question de coût aussi. C'est-à-dire que quand en pleine nuit, vous avez besoin de voir un médecin, aux urgences, vous ne payez pas, la prise en charge est totale, et vous allez juste à côté au CHBT, à la maison médicalisée, et vous payez 80-90% euros pour la... Donc, bien sûr, ceci explique cela. Non, mais ça, c'est bien le problème, et moi, je comprends les gens. Je les comprends complètement à 100%. Ils ont parfois des difficultés financièrement, il ne faut pas qu'ils renoncent aux soins. Donc il vaut mieux qu'ils aillent effectivement aux urgences que ne pas se faire soigner. Cependant, l'idée, c'est de travailler là-dessus, justement, pour qu'il n'y ait pas de reste à charge, que ce soit aux urgences ou que ce soit dans des structures plutôt médicales. Mais oui, je suis d'accord avec vous, c'est un vrai problème.
On prend la dernière question syndicale et après je vais vous poser une question et puis on aura terminé. La situation sanitaire de la Guadeloupe et la période cyclonique en approche, est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'imaginer une nouvelle forme de coopération qui serait en quelque sorte une unité fonctionnelle sanitaire? Les contours de cette unité fonctionnelle sanitaire seraient à définir, bien sûr, composition, mission, formation pour les professionnels de santé, mais cela pourrait être aussi en fait en coproduction avec, sous l'égide de l'ARS, bien sûr, et en coproduction avec les maires et les présidents d'agglomération, l'occasion de créer une cellule de proximité qui permettrait de regrouper les infirmiers, d'autres professionnels de santé en cas de période cyclonique. Cette unité fonctionnelle, comme je dis, pourrait être mobilisée en fonction des crises. Voilà, unité fonctionnelle, président de l'ordre des infirmiers. D'accord. En tout cas, sur la question de la gestion oui. de crise, oui, je travaille actuellement avec mes équipes pour fier la prise en charge santé, en particulier en cas de cyclone. Mais après, on ira aussi sur toute la crise. C'est bientôt d'ailleurs. Non, non, mais on est dedans, on est en plein dedans. Donc, c'est pour ça qu'on y travaille à marche forcée. On est même allé à Saint-Martin vendredi dernier pour travailler sur ce sujet-là. Je vais avoir besoin des libéraux. Il faut que les libéraux, les personnels de santé de ville, médecins, infirmiers, s'impliquent là-dedans. Et donc, il faut qu'on travaille ensemble sur éventuellement des points effectivement de regroupement ou des points de prise en charge. Donc, le faire avec les collectivités, bien entendu, c'est une très bonne idée. Oui. Moi, je prends toutes ces très bonnes idées et on y réfléchit ensemble. La dernière question de Marie-France et puis je ferai la dernière, donc l'avant-dernière question. D'accord. Sur un point précis, en fait, en Guadeloupe, on a un taux d'IVG et d'IVG de récidive très important. Et en fait, ce n'est pas forcément pour des raisons sociales quand on regarde le profil des patientes. Est-ce que ça fait partie des choses où l'ARS peut intervenir et apporter des solutions aussi ? On a un vrai problème de périnatalité, donc que ce soit au moment bien sûr de la conception et l'IVG ou tout au long du suivi de la grossesse. Donc là, si je peux dire quelque chose aux jeunes femmes qui sont enceintes, il faut impérativement vous faire suivre, il faut impérativement aller vers les PMI, même s'il y a des IVG, il faut vraiment vous faire conseiller. C'est trop grave et trop dangereux. On a trop de mortalité infantile, on a trop de mortalité maternelle. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Et tous ensemble, il faut vraiment qu'on lutte contre ça. Donc vraiment important. Alors, si la dernière question elle est un petit peu globale, vous êtes ici depuis 3-4 mois. Est-ce que, de votre point de vue, entre chlordécone, Sargasses, CHU, on est dans une crise sanitaire majeure en Guadeloupe et il faudrait prendre des dispositions, j'ai envie de dire, de guerre, entre guillemets? Non. On n'est absolument pas en guerre, je vous le dis, parce que pour l'avoir vécu. Non, mais bien sûr, il y a des questions sanitaires importantes. Le contexte socio-économique est difficile, vous le savez. Le contexte est difficile, mais sincèrement, je pense que si l'État envoie des gens comme moi qui ont vraiment envie de faire, qui ont vraiment envie de prendre la mission à bras-le-corps, moi je suis là pour vous, je ne suis pas là pour moi, et ils nous donnent des moyens, je pense qu'ils ont envie de changer de position et vraiment de s'intéresser à notre territoire. Écoutez, on vous remercie. Marie-France va faire un petit round-up de ce que vous avez proposé ou promis pour les jours et mois à venir. Et ce sera dit et noté. Et qu'on vous reverra dans peut-être un an, on vous ressortira tout ce que vous avez promis. Alors Valérie Denux, oui, effectivement, un certain nombre de souhaits, notamment donc une mise en mouvement des patients, des professionnels et tous les acteurs afin de créer des filières de coopération, un maillage important sur le territoire. Votre souhait aussi de développer le bien vieillir et éviter la dépendance au maximum, donc de la prévention pour les personnes âgées qui sur le territoire sont de plus en plus importantes. Nous avons également donc pourquoi pas une maison de santé pluridisciplinaire, c'est-à-dire que vous souhaitez dans tous les cas renforcer le couple médecin-infirmier et monter des projets autour. Autre souhait encore, donc faire rentrer la santé à la maison, ça avec le partenariat des associations, du sport et d'autres acteurs. J'ai appris, effectivement, nous avons tous appris également que sur le plan financier, le nouveau CHU bénéficiait de 580 millions, la crise du CHU avait coûté 55 millions, que l'après-crise 45 millions, et que depuis une quinzaine d'années, en fait, près de 300 millions ont été distribués aux établissements de santé. Tout ça pour dire, en fait, que l'ARS a les moyens de fonctionner si elle gère bien son budget. Et je voudrais conclure, en fait, en parlant de deux grandes réunions ouvertes au public. Vous allez nous préciser où et quand, et ce sera l'occasion
justement pour la population de poser toutes ces questions. Oui, absolument. En fait, ce que je souhaiterais, c'est qu'on se parle avec la population, c'est qu'ils viennent à nos débats, qu'ils viennent participer à la démocratie sanitaire, parce que quand on constitue des collectifs, c'est qu'en général, il y a déjà la crise. Donc moi, je veux qu'on se parle avant, je veux avoir vos idées et vos solutions. Donc il y a 2 séances qui sont prévues, une le 29 juin, donc au WTC à 17h30, donc en Grande Terre, et puis le 3 juin à 17h. Le 3 juillet. 3 juillet, je vais y arriver, le 3 juillet à 17h en Basse-Terre, donc à Lourmel. Lurma. Oui. Voilà, j'ai fait plein d'erreurs sur la deuxième, mais venez nombreux, parce que pour moi, c'est vraiment essentiel de vous écouter et de vous entendre. Et on retiendra aussi que vous dites, et vous l'avez répété à plusieurs reprises, qu'il n'y a pas trop d'infirmiers libéraux sur simplement le redéploiement et nouvelle fonction de ces infirmiers libéraux en Guadeloupe. C'est bien cela. Ce que j'ai dit, c'est qu'on a une richesse, oui. Explorons-la et utilisons-la. Ben, merci, Madame Denux.